Si un astéroïde comme Apophis frappait la Terre, nous serions détruits. D'immenses séismes secoueraient la Terre et des tsunamis inonderaient tout. Apophis, un corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, est présent dans le système solaire depuis sa création. Vous vous demandez sans doute quelle est la probabilité que ce gigantesque caillou entre en collision avec notre planète en 2029 ? Eh bien, nous allons voir ça, d'accord ? Apophis est un énorme astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Depuis, on dit de lui qu'il est l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais localisés. Il fait environ 330 mètres de large. C'est un peu plus grand que l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. C'est parce qu'il fait si peur qu'on l'a baptisé Apophis, du nom de la créature immortelle égyptienne qui apportait l'obscurité éternelle et la destruction. En 2021, les chercheurs ont eu l'occasion exceptionnelle d'étudier ce rocher flottant lorsqu'il est passé près de notre planète. Nous y reviendrons dans une minute. Certains scientifiques disent qu'il y a 2,7% de chances qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. Ce serait l'effet Yarkovsky qui serait en cause, car il pousserait ce gros rocher spatial vers la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques, dont le résultat est une force inimaginable s'exerçant sur l'objet touché. Ces photons exercent une poussée immense et jouent un rôle essentiel dans la dynamique du corps en question. L'astéroïde possède deux faces, une sombre et une claire, tout comme la Lune. La face claire est tournée vers le Soleil et est plus chaude que la face sombre. Mais l'objet tourne lui-même, de sorte que ses faces changent constamment de direction et de température. Ces changements n'ont rien de bon, car ils poussent légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de l'astéroïde. D'autre part, lors du dernier passage de l'astéroïde près de la Terre en 2021, les astronomes ont utilisé des radars pour prendre des mesures précises de sa trajectoire, et ils ont pu conclure qu'Apophis passera à environ 3000 km de la Terre en 2029, et ne nous dérangera plus pendant au moins 100 ans. En général, tous les 8000 ans, notre planète est touchée par une étoile filante de dimension similaire à celle d'Apophis. La dernière fois que nous avons été frappés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013. Un nouvel engin spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons sur un autre corps céleste légèrement moins terrifiant, Bennu. 4 ans plus tard, il a finalement atteint l'objet visé, a pris quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et est retourné vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule déposée dans l'Utah. Jusqu'à présent, il s'agit de l'échantillon le plus significatif jamais prélevé sur un astéroïde. Après sa livraison, le vaisseau n'a pas perdu de temps et s'est lancé à la poursuite d'Apophis. Pour cette mission, OSIRIS-REx a été renommé OSIRIS-APEX et il joue actuellement à chatte avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera près de la Terre, la sonde spatiale atteindra Apophis pour s'y poser. Elle restera dessus pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photos. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes. À un certain moment, Apophis sera trop près du Soleil, et c'est alors OSIRIS-APEX qui s'occupera de le surveiller. Si vous vivez en Europe, en Asie de l'Ouest ou en Afrique, vous faites partie des chanceux qui auront l'opportunité unique dans une vie de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029, et ceux qui ont des télescopes pourront à nouveau l'apercevoir en 2036. OSIRIS-APEX va certainement rencontrer quelques problèmes, car l'astéroïde a une croûte épaisse, et l'engin spatial ne sera pas en mesure de collecter des données aussi facilement que sur Bennu. OSIRIS-APEX possède un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite pour analyser la surface de l'astéroïde et pour voir de quoi il est fait. La sonde passera 1 an et demi à cartographier l'astéroïde en essayant de détecter des changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment le corps céleste se déplace et nous aurons une meilleure idée de comment protéger notre planète de tels objets.
En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder, et ce sera le premier vaisseau spatial à jamais toucher cet astéroïde. Il atterrira environ 1 an après son lancement. De plus, la NASA a proposé d'envoyer un essaim de petits engins pour permettre à l'humanité de développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes. Nous savons qu'Apophis provient de la ceinture d'astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a changé de trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravité de Jupiter. Maintenant, il semble favoriser davantage le Soleil, ce qui veut dire que cet astéroïde est très proche de la Terre. C'est pourquoi il est classé parmi les corps célestes voisins de notre planète. De nombreux tests ont été effectués pour trouver un moyen de s'occuper de ces astéroïdes. Parmi les solutions, il y a le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, mais on teste aussi de nouvelles technologies, comme attacher des fusées afin de rediriger l'objet nuisible loin de la Terre. Nous pourrions également le frapper avec une force suffisamment puissante pour qu'il change de direction. Apophis est un astéroïde de type S composé de roches et de métaux, fer, nickel, etc., et qui ressemble à une cacahuète. Il peut nous en apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur l'avenir. Les échantillons recueillis peuvent nous révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. De nombreuses théories nous suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète grâce à un astéroïde ou une comète. Les astéroïdes sont comme de précieuses capsules temporelles. Contrairement aux roches terriennes, qui ont subi d'innombrables changements, comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont intacts et beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils sont recouverts de débris impossibles à nettoyer. Voilà pourquoi il est si important d'étudier Apophis dès maintenant. De plus, certains astéroïdes sont faits de métaux précieux, comme le platine. En ce moment, nous avons une forte demande en métaux destinés à l'industrie, et l'exploitation minière sur Terre est assez difficile. Un seul grand météore pourrait nous fournir en fer, en nickel, en or et en platine pour des millions d'années. Si Apophis contient tous ces métaux, il nous faudra le décomposer et le ramener sur Terre. Un seul astéroïde pourrait valoir des milliards de dollars. L'exploitation minière spatiale serait alors extrêmement rentable. Pourtant, cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux ici. Avec le progrès technologique et le développement de nouveaux types de fusées, ce sera peut-être un jour possible. Donc, même si nous n'avons rien à craindre d'Apophis pendant encore une centaine d'années, il nous faut quand même savoir ce qui se passerait si un tel impact se produisait. Allez, avouez-le, vous voulez savoir. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous entendriez un énorme bruit et que vous sauriez qu'une catastrophe est arrivée même à des kilomètres de distance. Il vous faudrait partir de chez vous immédiatement. Peu après l'impact, de violents séismes se produiraient et les immeubles tomberaient comme d'eux-mêmes. Se tenir à l'écart des villes serait probablement la meilleure chose à faire. Mais il ne faudrait pas fuir en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages et tout le monde paniquerait. Vous déplacer à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un moyen de transport privilégié serait l'avion. Du coup, si vous avez toujours rêvé d'obtenir votre brevet de pilote, vous avez maintenant une bonne excuse. Il vous faudrait aussi prendre de quoi manger et de quoi boire, et une paire de chaussettes en plus. Vivre près de l'océan ou de la mer est agréable. Mais dans ce scénario, il n'y aurait pas pire endroit. D'énormes vagues frapperaient en effet les côtes après l'impact. Loin de la zone d'impact, les tsunamis pourraient en prendre jusqu'à 30 heures pour arriver. Ça vous laisserait un peu de temps pour vous préparer. En 2017, un objet étrange a été repéré dans notre système solaire. Il avait une forme oblongue, un peu semblable à une crêpe. Aucun des astéroïdes ou comètes que nous ayons jamais observés ne ressemble à ça. Sa surface était également singulière. Elle était au moins 10 fois plus réfléchissante que la moyenne des objets dérivant dans l'espace. Certains ont affirmé qu'il avait une enveloppe comparable à du métal poli. Quand il est passé près du Soleil et s'est éloigné de notre orbite, il a accéléré au-delà de ce que notre gravité suffirait à expliquer. À première vue, on aurait dit que cette chose avait une fusée attachée dans le dos. Ce visiteur inhabituel a même reçu son propre nom, Oumuamua. Il nous vient de la langue hawaïenne et se traduit par éclaireur ou visiteur d'une terre lointaine. Et en raison de ses caractéristiques, les scientifiques n'ont pas tardé à se demander si c'était enfin la visite d'un peuple extraterrestre.
Avant de se lancer à corps perdu dans des hypothèses de science-fiction, les astronomes ont d'abord rassemblé les informations dont ils étaient sûrs, à commencer par le fait qu'Oumuamua devait provenir d'un autre système solaire. Un événement imprévu dans son système d'origine a probablement conduit à son éjection. Ce qu'on ne savait pas, c'est s'il s'agissait d'une comète ou d'un astéroïde. Ce sont tous deux des objets célestes orbitant autour d'un soleil. Mais ils ont des compositions et des comportements radicalement distincts. Les comètes sont principalement composées de glace, de poussière et de roches, et sont parfois appelées des boules de neige sales. Lorsqu'une comète s'approche du soleil, la chaleur provoque la vaporisation de la glace, libérant du gaz et des particules de poussière dans l'espace. Cela crée une queue lumineuse et scintillante qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. Les comètes présentent généralement une orbite elliptique, les emmenant souvent des confins les plus éloignés du système solaire, au plus près du Soleil. Les astéroïdes, pour leur part, sont principalement composés de roches et de métaux. Dans notre voisinage immédiat, ils sont les vestiges de la formation du système solaire et se retrouvent généralement dans la ceinture d'astéroïdes qui s'étend entre Mars et Jupiter. Contrairement aux comètes, les astéroïdes n'abordent pas de queue lorsqu'ils s'approchent du Soleil, car ils n'ont pas de glace. Leurs orbites suivent généralement une trajectoire plus circulaire par rapport aux comètes. Selon toute vraisemblance, Oumuamua devrait être une comète, car il semble provenir d'un endroit différent de l'univers. Pourtant, il ne présente pas les signes typiques d'une activité cométaire. Attendez une minute. Le cométaire se passe-t-il de commentaires? À vous de voir. Oumuamua ne possède pas de queue et ne recrache pas de gaz lors de son passage, contrairement à moi. Quoiqu'il se comporte plutôt comme une comète, il ressemble davantage à un astéroïde. Une autre grande question est comment les scientifiques ont bien pu parvenir à repérer Oumuamua en premier lieu. Compte tenu de l'immensité de l'espace-temps, c'est tout à fait remarquable. Les étoiles ont des durées de vie s'étendant sur des millions, voire des milliards d'années. Et la formation d'un système solaire prend plusieurs centaines de millions d'années. Même les objets les plus rapides mettent des dizaines de millénaires à voyager d'une étoile à une autre. En revanche, les humains n'observent le ciel avec leur télescope que depuis environ 400 ans, soit une infime fraction du temps cosmique. Et ce n'est que ces dernières décennies, voire ces dernières années, que nous avons obtenu la technologie permettant de détecter et de suivre des objets rapides et peu lumineux. Soit de telles roches sont très répandues, soit nous avons eu énormément de chance avec nos instruments, ou bien Oumuamua voulait simplement être vu. Une autre question concerne la région d'origine de pareils objets. Il est très peu probable qu'Oumuamua provienne d'un système solaire mature et stable. C'est parce que de tels systèmes n'éjectent pas assez de matière pour se répandre à travers la galaxie. Une roche peut parfois être projetée, mais elle pourra rarement aller aussi loin. Les systèmes plus jeunes, cependant, agissent différemment. Dans ces environnements chaotiques, des collisions, fusions et autres migrations se produisent tout le temps. Beaucoup de petites roches errent ainsi et sont les parfaites candidates pour l'éjection. Le système solaire qui a éjecté Oumuamua doit avoir eu une planète similaire à Jupiter. Sa taille massive et sa gravité pourraient influencer d'autres objets à travers le système, provoquant potentiellement des éjections. Mais tous les systèmes solaires ne développent pas des planètes de la taille de Jupiter. Souvent, ces planètes massives finissent par se rapprocher de leurs étoiles, devenant des versions plus chaudes de la géante gazeuse. De telles planètes, en orbite proche autour d'un soleil, sont moins susceptibles d'éjecter de la matière au loin. Des planètes semblables à Neptune pourraient également avoir joué un rôle. Bien qu'elles ne soient pas aussi massives que Jupiter, elles ont tendance à élire domicile près de la périphérie des systèmes solaires. Notre propre système possède ainsi la ceinture de Kuiper, un véritable réservoir de comètes, dans sa périphérie. Au cours des premières étapes de la formation d'un système solaire, les interactions entre des planètes comparables à Neptune et de tels débris sont courantes. Toutefois, la découverte de pareilles planètes dans d'autres systèmes est avérée difficile. Nos méthodes de détection des exoplanètes fonctionnent mieux avec des objets massifs, proches de leurs astres, ce qui complique la détection de leurs homologues plus éloignés. Oumuamua s'est également trouvé associé à une certaine théorie sur la façon dont la vie serait apparue dans l'univers. La panspermie.
C'est une hypothèse qui suggère que la vie existe partout dans l'univers et peut être distribuée entre les planètes par divers moyens, tels que les astéroïdes, les comètes et même les vaisseaux spatiaux. Elle affirme que la vie doit être originaire d'une région donnée de l'univers, après quoi elle s'est propagée vers d'autres corps célestes. Les adeptes de cette théorie suggèrent donc que de tels objets interstellaires pourraient potentiellement transporter de minuscules microbes, ces composants fondamentaux de la vie, entre les systèmes stellaires. Si de tels objets devaient percuter une planète ou une lune, ils pourraient transformer ces organismes en corps célestes. Pour l'instant, il n'existe aucune preuve soutenant l'idée que cet objet en particulier ait transporté la vie entre les systèmes solaires. Après des années de recherche, le consensus général est que Oumuamua était bien une comète. La raison pour laquelle elle se déplace de manière si étrange est qu'elle pourrait présenter de l'hydrogène gelé à sa surface, qui réagit au contact de la lumière du soleil. Plus elle se rapprochait de notre astre, plus elle allait vite, libérant cet hydrogène et changeant également de trajectoire à travers notre système solaire. Sa couleur tend également à appuyer cette théorie. Elle est rouge, ce qui pourrait signifier qu'elle a été frappée par des rayons cosmiques pendant longtemps. Plus elle a été bombardée par ces rayons, plus elle a accumulé d'hydrogène au cours du processus. Mais comme ils ne peuvent pas en être tout à fait sûrs, les astronomes ont prévu de suivre ce visiteur. L'idée est d'envoyer une mission pour l'examiner. Il se trouve déjà bien loin de nous, mais il n'est peut-être pas encore trop tard. Nous pourrions être en mesure d'envoyer une sonde assez rapide pour rattraper la comète. Ce plan a été baptisé Projet Lyra et vise à exploiter l'orbite de la Terre et celle de Jupiter de façon à envoyer une sonde assez loin pour atteindre Oumuamua. Si cela fonctionne, ce sera l'engin spatial le plus rapide que nous ayons jamais envoyé dans l'univers. La trajectoire de la sonde spatiale impliquerait d'utiliser l'attraction de notre planète et celle de Jupiter comme un effet de fronde gravitationnelle. La sonde quitterait d'abord notre planète, puis retournerait dans l'orbite terrestre avant de partir à la rencontre de l'attraction de Jupiter. Elle serait renvoyée près de notre planète une seconde fois, où elle serait éjectée avec une force suffisante pour atteindre la comète. Le projet Lyra vise également à suivre un second visiteur lointain, dénommé Borisov. Cette comète a été découverte par un astronome amateur et porte maintenant son nom. Ce qui est fascinant à son sujet, c'est que, elle est proprement impeccable. Tout comme notre expérience avec Oumuamua, nous n'avons jamais rien observé de semblable à Borisov non plus. Les études de la lumière provenant de son enveloppe de poussière et de gaz montrent qu'elle est assez propre comparée à d'autres objets spatiaux. Après avoir été repérée pour la première fois en août 2019, les astronomes ont étudié sa trajectoire à travers notre système solaire et en ont conclu qu'elle provenait également d'une autre étoile. Mais Borisov nous a donné plus de temps pour l'étudier, car nous l'avons repéré plus tôt dans son périple à travers notre voisinage. Les chercheurs ont utilisé des télescopes avancés pour examiner la poussière émanant de Borisov. Ils ont découvert qu'elle dégageait plus de 180 kg de poussière chaque seconde. On a également constaté que Borisov contenait plus de monoxyde de carbone que les comètes de notre système solaire en général. Néanmoins, cette quantité n'est pas la même partout sur la comète. Cela nous indique que l'objet spatial a probablement commencé à se former près de son étoile d'origine avant de s'en éloigner. Peut-être à cause de planètes plus grandes dans son voisinage immédiat. La lumière de Borisov est beaucoup plus polarisée que la lumière provenant des autres comètes que nous avons observées, et son nuage est parfaitement homogène. Cela suggère que Borisov n'a jamais interagi avec une autre étoile. Des centaines de millions de rochers gravitent autour du Soleil dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Mais seuls certains d'entre eux s'approchent relativement près de la Terre. La NASA classe les astéroïdes en orbite à moins de 48 millions de kilomètres de notre planète, dans la catégorie des objets géocroiseurs. Dans ce groupe, certains objets sont particulièrement inquiétants. Ils sont si gros et orbitent si près de notre planète qu'ils pourraient constituer une véritable menace pour le monde en cas de collision directe. À l'heure actuelle, la NASA surveille de près un astéroïde nommé Bennu. Il s'agit d'un objet spatial de taille relativement importante qui pourrait heurter notre planète dans 159 ans. Selon les experts, l'astéroïde, qui a été repéré pour la première fois en 1999, risque fort de dériver dans l'orbite de notre planète.
Si cela se produit, il pourrait entrer en collision avec la Terre le 24 septembre 2182. On pense que l'astéroïde Bennu est plus grand que l'Empire State Building. S'il venait frapper notre planète, la collision libérerait 1200 mégatonnes d'énergie. C'est une énorme quantité d'énergie, rien de ce qui est construit sur Terre ne peut en produire autant. Les scientifiques de la NASA pensent qu'au cours de son survol du 22e siècle, l'astéroïde pourrait passer à travers un trou de serrure gravitationnelle. Cette zone placerait notre voyageur de l'espace sur une certaine trajectoire, ce qui pourrait le conduire à s'écraser sur la Terre. Bennu s'approche de notre planète tous les 6 ans. Il a frôlé la Terre à 3 reprises, en 1999, en 2005 et en 2011. Aujourd'hui, les scientifiques estiment à 1 sur 2700 la probabilité que l'astéroïde heurte notre planète d'ici 2182. Une personne a 5 fois moins de chances d'être touchée par la foudre. Même si les risques de collision entre Bennu et la Terre sont pour l'instant assez faibles, ce caillou spatial a tout de même été classé dans la catégorie des astéroïdes potentiellement dangereux. Tout cela parce qu'il pourrait s'approcher à 7,5 millions de kilomètres de la Terre. C'est la raison pour laquelle il est également classé comme objet géocroiseur. Bennu est un astéroïde riche en carbone qui s'est formé au cours des 10 premiers millions d'années de l'histoire du système solaire. C'est-à-dire il y a environ 4 ou 5 milliards d'années. Il n'est donc pas étonnant que ce corps spatial recèle de précieux indices sur l'origine et le développement des planètes rocheuses de notre système solaire, à savoir Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mieux encore, il pourrait contenir des molécules organiques similaires à celles qui sont indispensables à l'apparition de la vie. En 2020, la sonde OSIRIS-REx de la NASA a réussi à toucher brièvement la surface de l'astéroïde. Elle en a recueilli quelques échantillons et s'est ensuite éloignée. Pour la NASA, ce fut la première mission de ce type. Mais vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que Bennu n'est pas le seul astéroïde dont nous devrions nous préoccuper. L'astéroïde 92942 Apophis est un autre corps spatial dont nous devons nous méfier. Il s'agit d'un objet géocroiseur d'environ 335 mètres de diamètre. Il a été découvert en 2004 et a d'abord été considéré comme l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais détectés. Apophis a très vite gagné en notoriété, on pensait qu'il représentait une menace sérieuse pour la Terre. Les experts ont prédit qu'il s'approcherait dangereusement de notre planète en 2029. Heureusement, après un examen plus approfondi d'Apophis et de son orbite, les astronomes ont conclu qu'il n'y avait aucun risque que l'astéroïde entre en collision avec notre planète avant au moins un siècle. Le risque d'impact de 2029 a été totalement écarté, de même que l'impact potentiel qui pourrait être provoqué par le rapprochement de l'astéroïde en 2036. Il est intéressant de noter que jusqu'en mars 2021, il y avait encore un petit risque de collision en 2068. Mais Apophis a ensuite survolé la Terre. Et les astronomes en ont profité pour utiliser de puissants radars afin d'estimer plus précisément l'orbite de l'astéroïde autour du Soleil. Cela leur a permis d'écarter tout risque d'impact pour les 100 prochaines années au moins. La raison pour laquelle de telles découvertes nous inquiètent tant est que même un astéroïde relativement petit, de la taille d'une maison, pourrait faire des ravages en entrant en collision avec notre planète. Alors, quand un astéroïde mesure plus d'1 kilomètre de diamètre, on parle d'un destructeur de planètes. L'énergie dégagée par l'impact d'un tel astéroïde serait dévastatrice. C'est pourquoi il est essentiel de savoir où se trouvent ces astéroïdes et dans quelle direction ils se déplacent. Le problème est que notre capacité à protéger la planète des impacts d'astéroïdes n'est pas encore optimale. Si une telle catastrophe était sur le point de se produire, nous aurions besoin de beaucoup de temps pour nous préparer. Une collision avec un astéroïde était quelque chose de sérieux. Le cratère de Chicxulub est probablement le site d'impact d'astéroïdes le plus célèbre. Il témoigne de la terrifiante collision qui a entraîné l'extinction des dinosaures. Curieusement, ce cratère n'est pas très visible, mais d'autres le sont. Par exemple, le cratère Barringer en Arizona, qu'on appelle aussi le Meteor Crater. Quand on pense à la collision qu'il a fait naître, on a froid dans le dos. Quoi qu'il en soit, nous savons désormais que des rochers spatiaux ont non seulement frappé la Terre, mais aussi la Lune, Mercure et Mars. Aucune planète rocheuse du système solaire n'est à l'abri des impacts d'astéroïdes.
C'est pourquoi il existe toute une entreprise scientifique dont l'objectif est de trouver et de cataloguer les astéroïdes du système solaire. Cela peut sembler un peu effrayant, mais il y a environ 25 000 astéroïdes de plus de 140 mètres de diamètre près de l'orbite de notre planète. Un tel astéroïde est suffisamment gros pour rayer une ville entière de la surface de la Terre. Jusqu'à présent, moins de 50% de ces astéroïdes ont été détectés. On estime également à 230 000 le nombre d'objets d'une taille égale ou supérieure à 49 mètres. Ces objets sont capables de détruire une zone urbaine concentrée. Et pourtant, moins de 8% d'entre eux ont été détectés. Il existe également des dizaines de millions d'objets géocroiseurs plus petits. Ils mesurent plus de 10 mètres de diamètre et peuvent causer des dommages à la surface. Moins d'1% de ces petits corps spatiaux ont été découverts jusqu'à présent. Notre système solaire interne pose d'énormes problèmes pour la recherche d'astéroïdes. Chaque nuit, il n'y a que 2 créneaux de 10 minutes pendant lesquels les astronomes peuvent observer la région. La raison en est que le Soleil crée une lumière de fond éblouissante. En outre, l'atmosphère de notre planète déforme et brouille les images. Repérer des astéroïdes dans de telles conditions dépasse les capacités de la plupart des télescopes. Nous avons besoin d'un instrument vraiment unique pour accomplir cette tâche. L'outil de prédilection est la Dark Energy Camera de l'Observatoire interaméricain de Cerro Tololo au Chili. Cet appareil n'a pas été conçu pour chercher des astéroïdes. Les chercheurs l'ont construit pour détecter quelque chose de plus insaisissable encore. L'énergie noire, la force mystérieuse qui régit l'expansion de l'univers. La DECAM est censée observer des centaines de millions de galaxies. Elle est donc à la fois large et profonde. Ainsi, elle peut observer l'univers en profondeur et capturer un large champ de vision, ce qui lui permet d'enregistrer les mouvements des galaxies et de nous renseigner sur les conditions qui prévalaient au début de l'univers. Mais cela signifie également que la DECAM est parfaitement adaptée au repérage des astéroïdes près du Soleil. Les astéroïdes intérieurs sont rares et des images profondes sont nécessaires car ces objets sont peu lumineux. Les scientifiques doivent pouvoir lutter à la fois contre la luminosité du ciel crépusculaire près de notre étoile et contre l'effet déformant de l'atmosphère terrestre. Et la DECAM peut les aider dans cette tâche. La Dark Energy Camera a été construite pour étudier l'énergie noire, une mission qui s'est achevée en 2019. Aujourd'hui, les astronomes peuvent utiliser la puissance de cet appareil pour d'autres missions. Ils affirment que le relevé effectué par la DECAM est le plus précis jamais réalisé en ce qui concerne les objets situés à proximité des orbites de Vénus et de notre planète. Grâce à elle, nous pourrons savoir quel type d'objets se déplacent à l'intérieur de notre système solaire. Théoriquement, les humains pourraient survivre à un astéroïde capable de détruire des planètes entières. Toutefois, ce ne serait pas une mince affaire. Remontons 66 millions d'années en arrière, à la fin de la période Crétacée. La Terre d'avant les humains, où prospéraient les dinosaures. La flore et la faune étaient riches et diversifiées. Vous auriez pu observer un T-Rex pourchassant un Tricératops, ou l'immense Alamosaurus, l'un des plus grands animaux ayant jamais foulé notre planète, dominant le paysage. Oui, il doit bien son nom à la région de Fort Alamo, et égare à l'ankylosaure, un véritable tank sur pattes qui balançait sa queue comme un boulet destructeur contre toute menace. Alors que vous vous apprêtez à profiter d'une soirée tranquille sous les étoiles, une nouvelle lumière étincelante apparaît dans le ciel de l'hémisphère nord. Au début, cette nouvelle étoile dans le ciel ne se distingue pas particulièrement, elle scintille simplement comme les autres. Mais laissez passer quelques heures et vous remarquerez qu'elle devient plus lumineuse. Vérifiez de nouveau la nuit suivante, et boum, c'est l'objet le plus brillant dans le ciel, éclipsant les planètes et même la Lune. Et finalement, elle surpasse de manière terrifiante le Soleil. Cette étoile était le fameux astéroïde qui a laissé derrière lui l'immense cratère de Chicxulub, dans la péninsule mexicaine du Yucatan. L'astéroïde pénètre dans l'atmosphère terrestre à une vitesse vertigineuse de 20 km par seconde. Il traverse les 100 km de l'atmosphère en à peine 3 secondes. Il s'abat si rapidement que même l'air ne peut pas s'écarter. Il se trouve compressé et se réchauffe de milliers de degrés en un clin d'œil. Avant même que l'astéroïde ne touche le sol, cet air surchauffé a déjà vaporisé une grande partie de la mer où il s'apprête à frapper, près de la péninsule du Yucatan. Puis, dans une immense explosion,
l'astéroïde s'écrase sur l'Amérique centrale avec un fracas assourdissant. Il ne se contente pas de heurter le sol, il liquéfie la Terre et la roche. L'astéroïde creuse un trou si profond et si large qu'il atteint presque les couches internes de la Terre et projette des débris à plus de 30 km de hauteur. À l'instant précis de l'impact, l'astéroïde convertit également sa vitesse et sa masse colossale en chaleur en une fraction de seconde. Il libère tant d'énergie que les molécules se mettent à bouger plus rapidement qu'à la surface du Soleil. Cette énergie prodigieuse a créé une immense boule de plasma, un gaz ultra chaud et électriquement chargé, composé de fragments de roches vaporisées. Le tout a été projeté à des vitesses phénoménales. L'onde de choc de l'impact et la chaleur ont instantanément pulvérisé les alentours du site, déclenchant des tremblements de terre dans le monde entier. Et il n'y a pas que ces roches dont il faut se soucier. En traversant le ciel, elles frottent contre l'air, chauffant au point de provoquer des incendies planétaires. La chaleur qu'elles dégagent pourrait être comparée à celle d'un four réglé à sa température maximale. Cette pluie de feu entraîne la combustion de la plupart des arbres de la planète. Le monde entier s'embrase. Très vite, cela change tout. En un instant, les dinosaures sont anéantis, laissant place au règne des mammifères. Et pas seulement les dinosaures, 75% des espèces, et notamment des grandes créatures disparaissent, ne laissant derrière elles que quelques petits oiseaux et rongeurs. Alors, comment pourriez-vous, en tant qu'humain, survivre à un tel événement? Certains animaux ont survécu à cette époque. Pour y parvenir, nous devons apprendre de leur résilience. Les seuls oiseaux qui survivent, même aux conditions les plus difficiles, sont ceux qui nichent en sécurité au sol. Parmi les rares grands animaux qui parviennent à éviter l'extinction, tous ont des stratégies pour faire face à la chaleur. Certains petits mammifères, serpents et lézards, peuvent se creuser des terriers souterrains plus frais. D'autres, comme les crocodiles et les tortues, se réfugient simplement dans l'eau. Ainsi, si vous vous trouvez à l'autre bout de la planète au moment de l'impact et que vous réagissez très rapidement, vous pourriez peut-être survivre. L'impact se produit à environ 6000 km de distance. Mais ne sous-estimez pas sa puissance. Dès que vous entendez le grand boom, réfugiez-vous sous terre aussi vite que possible. Et soyez prudent, car vous ne sentirez la terre trembler qu'environ 30 minutes plus tard. Cachez-vous dans une grotte profonde, de préférence avec une entrée étroite. Cela vous protégera des débris, et les températures souterraines resteront stables. De plus, certaines grottes possèdent des sources d'eau naturelles, des rivières ou des ruisseaux. Vous devrez peut-être vous préparer à un régime alimentaire peu appétissant d'insectes, de champignons, ou de petits animaux peu attrayants qui cherchent également refuge dans votre réseau de grottes. Mais c'est mieux que rien. Vous devez également vous tenir extrêmement loin de toute grande étendue d'eau. Être près de l'océan peut sembler une bonne idée lors d'un impact d'astéroïde, car la mer peut atténuer ces changements extrêmes de température. Néanmoins, les tremblements de terre déclenchent de terrifiants tsunamis, et ce même dans les lacs ou les fjords. L'impact de l'astéroïde déclenche non seulement un tsunami, mais plusieurs, et ils sont aussi hauts que des gratte-ciel. En l'espace d'une heure, d'énormes vagues mesurant de 180 à 300 mètres de haut frappent la côte du Golfe, s'abattant sur le Mexique et le sud des États-Unis, inondant des kilomètres à l'intérieur des terres. Ces vagues sont si puissantes qu'elles repoussent même les rivières en sens inverse. Ces tsunamis se propagent le long des côtes, atteignant la côte est des États-Unis. Et 6 heures plus tard, ils frappent l'Europe, l'Afrique et le bassin méditerranéen. 15 heures après l'impact, il n'y a plus une seule côte sur Terre qui n'ait pas ressenti la fureur de ces vagues. Supposons que vous ayez survécu à l'impact initial en vous abritant profondément sous terre. Vos ennuis ne font que commencer. L'astéroïde de Chicxulub frappe une région riche en soufre, projetant 100 milliards de tonnes de soufre et une énorme quantité d'eau dans l'atmosphère. La vapeur d'eau forme d'immenses nuages d'orage, provoquant des pluies acides. Dans les régions plus froides, de terribles tempêtes recouvrent la Terre sous d'épaisses couches de neige jour après jour. L'impact vaporise également d'énormes quantités de pétrole, projetant l'équivalent de 150 stades de football d'hydrocarbures dans les airs. Ce pétrole se transforme en une épaisse suie noire dans la stratosphère, enveloppant la Terre comme du mazout. Même lorsque les pluies acides se calment, ce carbone reste au-dessus des nuages et ne se dissout pas. La couche de suie bloque 90% de la lumière du Soleil, plongeant la Terre dans une obscurité glaciale qui dure au moins 3 ans. La température moyenne du globe diminue d'environ 50 degrés. Lorsque vous quittez enfin votre grotte,
vous devez trouver des endroits où vous ne gèlerez pas. Les seuls lieux épargnés par le gel sont des îles tropicales comme Madagascar, l'Inde, qui était encore une île à l'époque, et l'Indonésie. Ces endroits possèdent encore des plantes et quelques animaux, et continuent à recevoir de l'eau douce, contrairement à la majorité de la planète. Tout le reste ressemble à un vaste désert nucléaire. Ces îles tropicales sont des refuges pendant l'apocalypse, mais ce ne sont pas des paradis pour autant. Elles reçoivent à peine 10% de leur ensoleillement habituel et juste assez de pluie pour éviter de se transformer en désert. Dans ce cadre sombre et froid, la plupart des chaînes alimentaires s'effondrent. Pour survivre, vous devrez apporter beaucoup de nourriture avec vous, pour les 6 prochaines années au moins. Certains organismes ont la chance de survivre. Les fossiles nous montrent que les écosystèmes d'eau douce s'en sortaient bien, de sorte que rester près d'une rivière ou d'un estuaire pourrait être votre meilleure chance de trouver de la nourriture. Vous pourriez y croiser des tortues, des crocodiles et quelques poissons. Des créatures comme les palourdes, les escargots et les petits crustacés, tapis dans les sédiments, parviennent également à résister. Bien que ces contrées soient un peu plus chaudes que les autres, elles ne sont pas de tout repos. Il vous faudrait emporter des vêtements chauds pour accroître vos chances de survie. En résumé, le meilleur endroit où survivre à l'astéroïde de Chicxulub serait l'Indonésie, une région tropicale montagneuse composée de plusieurs îles. Vous y trouveriez des températures vivables, un peu de pluie et de profondes cavernes où vous abritez. Cela pourrait vous protéger des pluies de roches en fusion, de la chaleur intense, et même vous aider à trouver de la nourriture dans les rivières et les lacs. Mais si vous tombez sur des créatures ressemblant à des musaraignes dans votre quête de nourriture, voyageurs temporels que vous êtes, merci de les laisser tranquilles. On ne sait pas combien ont survécu à l'impact de Chicxulub et en manger une seule pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'avenir de l'humanité. En d'autres termes, ne mangez pas votre arrière-arrière-arrière-arrière-père. D'accord ? Vivre sur notre belle planète peut sembler sans danger, mais seulement jusqu'à ce que vous commenciez à penser à tout ce qui vous guette au coin de la rue ou dans les vastes ténèbres du cosmos. Voyons ce qui pourrait conduire à la fin de la planète Terre. Chaque nouvelle menace potentielle est plus terrifiante que la précédente. Je vous aurais prévenu. Tout d'abord, parlons des hypercyclones. Cette catastrophe naturelle peut devenir vraiment extrême. Un hypercyclone est un ouragan théorique d'une puissance inégalée. Il se produirait si l'océan était surchauffé en raison du changement climatique. Une éruption volcanique massive pourrait également en être la cause. En tout cas, l'ouragan créé, contrairement aux ouragans habituels, s'étendrait bien au-delà de la basse stratosphère. La vitesse d'une telle tempête atteindrait les 800 km/h. La pression à l'intérieur de l'hypercyclone serait très faible et en conséquence, il durerait plus longtemps qu'un ouragan normal. Il pourrait même durer des semaines. Mais le pire, il endommagerait, voire détruirait, une partie de la couche d'ozone. Et le trou qui en résulterait ferait la taille de l'ensemble du continent nord-américain. Ensuite, il y a les tornades super destructrices. Une tornade est une colonne d'air en rotation violente. Elle s'étend généralement à partir d'un orage et est en contact avec le sol. À l'intérieur d'un nuage d'orage, l'air chaud et humide s'élève et l'air frais retombe avec la pluie ou la grêle. Ces conditions peuvent entraîner l'apparition de courants d'air en rotation à l'intérieur du nuage. Il est intéressant de noter que ces courants d'air sont d'abord horizontaux, mais à un moment donné, ils peuvent redevenir verticaux et se mettre à descendre, se transformant ainsi en tornades. Certaines tornades sont des tourbillons étroits comme des cordes, d'autres sont de larges entonnoirs. On classe les tornades à l'aide de l'échelle de Fujita améliorée. Une tornade faible dure normalement quelques minutes et ne se déplace pas à plus de 160 km/h. Le niveau suivant est une tornade forte. Ces tourbillons peuvent durer une vingtaine de minutes et leurs vents peuvent atteindre 320 km/h. Enfin, les tornades violentes peuvent durer plus d'une heure et se déplacer à une vitesse comprise entre 320 et 480 km/h. En moyenne, 1 millier de tornades se produisent chaque année aux États-Unis. Il existe même une région nommée Tornado Alley, une zone qui s'étend sur une dizaine d'États du Midwest. Mais les tornades peuvent survenir dans n'importe quel État. L'une des catastrophes naturelles les plus destructrices a été la tornade des 3 États aux États-Unis. Elle a duré un temps interminable et parcouru 354 km à travers le Missouri, l'Illinois et l'Indiana. La trajectoire moyenne d'une tornade ne dépasse généralement pas les 8 km.
Mais que se passerait-il si un jour, une tornade bien plus grande et bien plus puissante que toutes celles que nous avons connues jusqu'à présent traversait des pays et des continents entiers? Elle dévasterait tout sur son passage. Et que dire des orages supercellulaires? C'est le type d'orage le moins courant, mais le plus dangereux. Il est susceptible de provoquer des phénomènes météorologiques violents, des vents destructeurs, de très gros grêlons et même de puissantes tornades. Ce qui rend les orages supercellulaires uniques, c'est la présence d'un courant ascendant profond et persistant appelé mésocyclone. Les orages supercellulaires peuvent durer des heures et causer des dégâts considérables. L'impact d'un astéroïde pourrait également mettre fin à toute forme de vie sur Terre. Si l'un de ces vagabonds de l'espace était suffisamment grand, il pourrait causer une dévastation généralisée, comme ce fut le cas avec l'astéroïde de 13 km de large apparu il y a 66 millions d'années. On dit qu'il a détruit les 3/4 des espèces végétales et animales de la planète, y compris les dinosaures. En fonction de la taille de l'astéroïde et de sa vitesse d'approche, l'impact pourrait provoquer des incendies de grande ampleur, des tsunamis, et créer un « hiver éternel ». Cela se produit lorsque les débris éjectés dans l'atmosphère bloquent la lumière du Soleil et perturbent le climat mondial. Heureusement, grâce à notre technologie, nous remarquerions probablement un astéroïde de cette taille s'approchant de notre planète bien avant la collision, et nous aurions suffisamment de temps pour nous en débarrasser. C'est peut-être notre propre Soleil qui mettra fin à notre monde. Notre étoile est une gigantesque boule de gaz en fusion en constante évolution. De temps à autre, elle crache des bouffées d'énergie, les éruptions solaires. Elles vont souvent de pair avec ce que l'on appelle les éjections de masse coronale. Il s'agit de bulles géantes de gaz ionisé qui peuvent atteindre des vitesses incroyables. Les éruptions volcaniques les plus puissantes font pâle figure face aux éruptions solaires, qui libèrent 10 millions de fois plus d'énergie. En quelques minutes, une éruption solaire peut émettre des milliards de tonnes de particules chargées. Les éruptions solaires sont également extrêmement chaudes, avec des températures atteignant plusieurs millions de degrés. Les astronomes pensent que ces explosions de rayonnement solaire se produisent lorsque le champ magnétique du Soleil se déforme dans certaines régions. À un moment donné, toute l'énergie refoulée est libérée. L'étoile émet de la lumière et des particules, principalement des électrons et des protons. La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines durent des heures. Les scientifiques classent les éruptions solaires en fonction de leur luminosité en rayons X. Vous ne remarquerez probablement pas les plus petites éruptions si vous ne disposez pas d'un équipement spécial. Les éruptions solaires moyennes provoquent de brèves coupures de courant au pôle, mais rien de grave. Ce sont les éruptions de classe X qui devraient vous inquiéter. Elles provoquent les tempêtes solaires les plus fortes et les plus durables. Si vous pouviez voir les rayons gamma, vous verriez des éclairs d'une luminosité extrême. Ils se produisent tous les jours, éclipsent tout ce qui vous entoure, puis disparaissent à nouveau. On appelle ça des sursauts gamma. Un seul d'entre eux pourrait anéantir l'atmosphère terrestre. L'éclair qui pourrait détruire notre planète naîtrait très probablement dans une galaxie lointaine, lors de la fusion de deux étoiles en train de s'effondrer. Il serait immensément puissant et super lumineux. Encore à 1000 années-lumière de la Terre, il brillerait déjà autant que le Soleil. L'atmosphère de notre planète tenterait de nous protéger, mais ce bouclier naturel serait vite détruit. Ce rayonnement serait si puissant qu'il brûlerait littéralement l'atmosphère. Ces oxydes d'azote détruiraient la couche d'ozone. Sans cette couche, les rayons ultraviolets provenant du Soleil frapperaient la surface de la Terre de plein fouet. Ils anéantiraient tout le minuscule plancton de l'océan. Or, ce plancton produit de 50 à 70% de tout l'oxygène de la planète. Leur disparition entraînerait donc une grave pénurie d'oxygène, ce qui conduirait à la disparition de la vie sur la planète. Enfin, la chaleur et la lumière ultraviolette provenant du Soleil transformeraient la planète en un énorme boule de roche. Et si nous tombions sur un trou noir errant? Vous savez peut-être qu'un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Par chance, le trou noir le plus proche de nous se trouve à 1500 années-lumière. Du coup, nous ne nous en inquiétions pas vraiment, jusqu'à ce que nous apprenions l'existence des trous noirs errants. Là, les choses commencent à être vraiment effrayantes. Si un tel trou noir entrait dans notre système solaire, la Terre serait condamnée. Nous n'aurions aucune chance face à ce monstre de l'espace. En 2020, 13 trous noirs errants ont été repérés non loin de notre planète. Mais pas très loin, en termes spatiaux, signifie à environ 1 milliard d'années-lumière. Il nous reste donc un peu de temps.
La possibilité d'une telle catastrophe est très, très faible. Un jour, une planète vagabonde pourrait pousser la Terre hors de la zone habitable et la placer sur une orbite extrême, plus éloignée du Soleil. Le climat de la planète commencerait alors à devenir de plus en plus froid. N'oubliez pas que plus notre planète est éloignée du Soleil, plus l'attraction gravitationnelle de l'étoile sur notre planète est faible. En fin de compte, notre belle Terre s'éloignerait trop de sa principale source de lumière et de chaleur. Elle se transformerait en un morceau de roche sans vie, recouvert d'une épaisse couche de glace. Ou bien le Soleil pourrait se dilater et se transformer en géante rouge. Si cela se produisait, toute la zone habitable du système solaire s'en trouverait modifiée. Le désastre commencerait au moment où notre étoile manquerait d'hydrogène. Cela déclencherait une réaction en chaîne qui conduirait finalement au réchauffement et à la densification du cœur du Soleil. En conséquence, notre bel astre deviendrait beaucoup plus grand qu'il ne l'est actuellement. Au cours de cette transformation, il avalerait Vénus, Mercure et la Terre. Après avoir reçu les dernières instructions de votre équipe, vous montez à bord de votre vaisseau spatial. C'est le premier engin fabriqué sur Terre capable de se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. Votre mission consiste à visiter les endroits les plus insolites et les plus terrifiants de l'espace et à envoyer aux scientifiques des rapports détaillés. Et votre voyage commence. Votre vaisseau spatial accélère et vous dépassez la Lune. Au loin, vous apercevez une petite planète rougeâtre, c'est Mars. Et regardez cette géante tout entourée d'anneaux. C'est Saturne. Vous aimeriez bien avoir plus de temps pour explorer cette géante gazeuse, mais vous devez vous dépêcher. Vous passez de belles étoiles. Certaines sont lumineuses, d'autres ont une teinte rouge et d'autres semblent être en train de s'éteindre. C'est le Koa de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne terrestre. Elle se trouve à environ 8,6 années-lumière de nous. Mais vous voyagez vite et vous apercevez bientôt Polaris, l'étoile polaire, située bien plus loin, à 431 années-lumière. Parfois, vous parvenez à distinguer de minuscules points entourant ces étoiles. Ce sont des planètes. Et soudain, vous ne voyez plus rien. Vous êtes d'abord horrifié. Quelque chose aurait-il mal tourné, vous envoyant accidentellement dans un trou noir? Votre équipement est-il défectueux? Car il semble qu'à une distance de 700 millions d'années-lumière de la Terre, il y ait un trou. Un vide sans galaxie, sans étoiles, sans planètes, sans astéroïdes. Il n'y a plus rien du tout. Ce vide est une région à peu près sphérique d'environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Notre galaxie, la Voie lactée, pourrait y tenir des milliards de fois. C'est alors que vous vous rendez compte qu'il s'agit du mystérieux vide du Bouvier. Il se trouve à environ 700 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation du Bouvier. Le vacher qui conduit la charrue autour du pôle Nord. À l'origine, on appelait cette région le Grand Vide. Ensuite, on lui a donné le nom qu'elle porte aujourd'hui. Nous savons que les galaxies forment comme une toile gigantesque. La plupart appartiennent à de longues structures appelées filaments. Ceux-ci serpentent dans le cosmos et, lorsqu'ils se rejoignent, ils forment des régions à forte concentration de galaxies. Ces zones portent le nom d'amas de galaxies. Mais entre les amas et les filaments, il peut y avoir d'énormes espaces vides sans presque aucune galaxie. Ces vides représentent en fait près de 80% de l'univers observable, et la plupart d'entre eux sont énormes, entre 30 et 300 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs. Il a même décroché le titre de supervide. Les astronomes pensent qu'il pourrait résulter de la fusion de plusieurs vides plus petits. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer l'apparition de ces gigantesques zones vides? La raison pourrait se trouver dans l'origine de l'univers. À ses débuts, toute la matière de l'univers était compacte. Les astronomes pensent même qu'il s'agissait d'une sorte de soupe uniforme. Mais très vite, des fluctuations quantiques aléatoires ont commencé à disperser cette matière. Certaines zones sont devenues plus denses. En conséquence, leur attraction gravitationnelle s'est renforcée et elles se sont mises à prélever de la matière dans les régions moins denses. Et elles en sont devenues encore plus denses, ce qui leur a permis d'attirer de plus en plus de matière. Parallèlement, les amas plus petits ont commencé à s'éloigner du centre, formant les galaxies. Après avoir contemplé le néant pendant un certain temps, vous décidez d'explorer d'autres objets spatiaux et de redémarrer le moteur de votre vaisseau spatial. Il y a un type de formation que vous étiez impatient de découvrir, les nébuleuses. Ce sont de gigantesques nuages de gaz et de poussière.
Avec le temps, la gravité les rapproche eux aussi entre eux. Ils deviennent de plus en plus gros, et leur attraction de plus en plus forte. Cela vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Un jour, toute cette masse finit par s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité et par former de nouvelles étoiles. Vous décidez de visiter quelques-unes des plus belles nébuleuses. Vous commencez avec la nébuleuse du Papillon. L'envergure de ce papillon fait plus de 3 années-lumière. Sa structure intérieure est l'une des plus complexes jamais observées. Son étoile centrale, une naine blanche, chauffe à une température incroyable de 250 000 degrés Celsius. Cela signifie qu'elle s'est formée à partir d'une étoile gargantuesque, probablement plus de 5 fois la taille de notre Soleil. Cette naine blanche est entourée d'un épais disque de poussière et de gaz à l'équateur. C'est probablement ce qui donne à l'ensemble de la structure l'aspect d'un sablier ou d'un papillon. Le prochain endroit que vous décidez de visiter est la nébuleuse de l'Esquimau, située à 5000 années-lumière de la Terre, dans la constellation des Gémeaux. Elle a été découverte il y a plus de 200 ans et son nom n'est pas anodin. Sa formation à double coque ressemble au visage d'une personne cachée dans la capuche, rembourrée d'une veste d'hiver. En réalité, cette parka est un disque de matière contenant un anneau d'objets en forme de comète. Les queues de ces objets se détachent de l'étoile située au centre de la nébuleuse. Ces étranges traînées oranges dans la partie extérieure du nuage s'étendent sur des années-lumière dans toutes les directions. Quant au visage de l'Esquimau, même s'il ressemble à une boule de ficelle, il s'agit en réalité d'une bulle de matière soufflée dans l'espace par le vent à grande vitesse que produit l'étoile centrale. Votre prochaine destination est la nébuleuse de la Lyre. À première vue, il s'agit d'un gigantesque nuage de poussière et de gaz entourant une vieille étoile presque éteinte et qui ressemble à un anneau. Mais les astronomes affirment que cette nébuleuse n'est pas un bagel, mais bien un beignet à la confiture. Cet objet coloré, situé à plus de 2000 années-lumière de la Terre, est en fait un anneau qui s'enroule autour d'une structure bleue en forme de boule. Chaque extrémité de cette structure dépasse les côtés opposés de l'anneau. Vous pouvez désormais vous rendre dans une région qu'on appelle les piliers de la création. Vous la trouverez à plus de 7000 années-lumière de la Terre, dans la nébuleuse de l'Aigle. Il s'agit d'un jeune amas d'étoiles âgé de seulement 5,5 millions d'années, des bébés de l'espace. Le télescope spatial Hubble a réussi à photographier plusieurs silhouettes sombres près du centre de la nébuleuse. Aujourd'hui, vous pouvez les voir de vos propres yeux. Il s'agit des célèbres piliers de la création, une région active de formation d'étoiles. Et puisque vous avez déjà visité une région où naissent de nouvelles étoiles, vous partez à la découverte d'un fossile vivant. DG7 est aussi grande que notre Voie lactée, mais elle est presque invisible, car ces étoiles sont très dispersées. Ce qui rend cette galaxie si unique, c'est qu'elle est toute seule, contrairement aux autres galaxies de ce type, que l'on trouve généralement dans des amas. Cela peut signifier que DGSAT-I s'est formé à une autre époque, probablement 1 milliard d'années après le Big Bang. Voilà pourquoi on parle de fossiles vivants. La prochaine étape de votre visite est le pulsar dit Veuve Noire. Tout comme son homonyme araignée, cette étoile à neutrons en rotation se nourrit de sa partenaire, une petite naine brune. Plus le pulsar consomme de matière, plus sa rotation ralentit. L'énergie que l'étoile à neutrons perd au cours de ce processus entraîne l'affaiblissement de l'étoile qui l'accompagne. Oh, et regardez ça! Une pouponnière stellaire dans la constellation du Centaure. Mais bien que son nom évoque quelque chose de doux, cette région est loin d'être paisible. Elle est composée d'hydrogène et d'étoiles naissantes et est située dans une des nébuleuses de la constellation du Centaure, à environ 6500 années-lumière de la Terre. L'énergie intense émise par ces bébés ou étoiles fait briller les nuages d'hydrogène d'un rouge plutôt sinistre. Toute cette énergie est si puissante qu'elle dévore les nuages de poussière qui disparaissent comme des morceaux de beurre sur une poêle à frire chaude. Vous poursuivez votre voyage et vous apercevez une chose tout à fait étonnante. Un nuage d'eau qui flotte dans l'espace. Pour être plus précis, il s'agit d'un nuage de vapeur d'eau entourant un trou noir supermassif situé à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Ce nuage contient 140 000 milliards de fois le volume total d'eau de notre planète. Les astronomes pensent qu'il serait apparu 1,6 milliard d'années après la naissance de l'univers. Cela fait maintenant plus d'1 an que le télescope James Webb, dont la construction aura pris plus de 20 ans, a été lancé. Et, au cours d'un laps de temps relativement bref, ce matériel ultramoderne, et le plus perfectionné de l'histoire,
a déjà permis de nombreuses découvertes. En observant l'univers dans l'infrarouge, James Webb nous permet de voir des choses qu'aucun autre télescope n'avait jamais montrées auparavant. L'objectif principal de cet incroyable appareil est d'étudier la formation des galaxies et des étoiles qui sont apparues dans l'univers primordial. Par exemple, observons la pouponnière d'étoiles la plus proche de nous. C'est une région de l'espace où naissent de nouveaux astres. La NASA a partagé ce cliché saisi par le télescope, qui nous montre une petite région de formation d'étoiles. Si vous regardez attentivement l'image, vous apercevrez les jets de matière produits par les étoiles naissantes. Autour d'eux, des nuages de poussière cosmique de différentes couleurs se mêlent les uns aux autres. C'est une vue fascinante. La poussière rouge est constituée de molécules d'hydrogène. On peut également remarquer que certaines étoiles présentent quelque chose de semblable à des ombres. Celles-ci indiquent la création de ce qui deviendra plus tard des planètes. À première vue, l'image peut sembler très chaotique. Mais les astronomes affirment qu'il s'agit là d'une pouponnière d'étoiles relativement petite et tranquille par rapport à certaines autres. De nombreuses jeunes étoiles sont de taille similaire à notre Soleil, ou un peu plus petites. La photo elle-même a été prise à l'aide de la caméra proche infrarouge de James Webb. C'est la caméra principale du satellite, capable de prendre des photos du cosmos dans 2 différentes gammes d'infrarouge. Une autre incroyable découverte faite par le télescope James Webb est celle de molécules de fumée dans une galaxie très lointaine. C'est la première fois que de telles molécules sont découvertes aussi loin de notre planète. La galaxie en question se situe à 12,3 milliards d'années-lumière de la Terre. Elle s'est probablement formée environ 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Malgré l'immense distance entre cette galaxie et notre planète, les scientifiques sont parvenus à détecter des composés chimiques habituellement présents dans la suie ou dans la fumée. Et cette découverte n'est pas des moindres, car elle a repoussé le record de détection de telles molécules complexes d'environ 1 milliard d'années. Cette étude a également confirmé l'incroyable potentiel de l'équipement spatial le plus avancé de notre époque. En effet, il est parvenu à faciliter cette découverte en dépit du fait que le spectromètre nécessaire aux mesures ait été endommagé suite à une dégradation aussi soudaine que surprenante. Le télescope James Webb a également contribué à notre compréhension des exoplanètes. Il s'agit de ces planètes qui orbitent autour d'étoiles autres que notre propre Soleil. C'est au début de l'année 2023 que l'Observatoire spatial a repéré sa première exoplanète, LHS 475b. Elle se situe à 41 années-lumière de la Terre et a à peu près la même taille que notre planète. Selon la NASA, James Webb serait à l'heure actuelle le seul télescope en service permettant de catégoriser l'atmosphère d'exoplanètes d'une telle taille. L'équipe de chercheurs à l'origine de cette découverte estime que ces résultats ne font que souligner la précision du télescope. Ils espèrent qu'il nous aidera à localiser de nombreuses autres exoplanètes rocheuses que nous pourrions être en mesure de coloniser dans le futur. Même si, à première vue, il peut sembler que l'univers soit assez vide, c'est en réalité un endroit très animé. Et James Webb dispose de tous les instruments nécessaires pour observer l'incroyable variété d'événements cosmiques qui s'y déroulent. Regardez simplement cette photographie de WR124. C'est une étoile à l'aube de sa propre destruction. Sur cette photo, l'étoile est sur le point de se transformer en supernova. Cela se produit lorsqu'un astre épuise tout son carburant et implose à la fin de son cycle de vie, libérant un immense nuage de poussière spatiale et de gaz ardent dans l'espace. L'étoile saisie par le télescope est une étoile dite de Wolf-Rayet. Il s'agit de la période de la vie d'une étoile où elle perd ses couches externes avant de devenir une supernova. Une autre chose étonnante découverte par James Webb est un hybride d'étoiles et de planètes qui présente des nuages très bizarres. Ce corps étrange est en réalité une naine brune, baptisée VHS 1256b. Ces dernières sont plus grandes que des planètes, mais trop petites pour être considérées comme des étoiles. Elles émettent une lumière qui leur est propre et sont assez chaudes. Mais leur masse n'est tout simplement pas suffisante pour produire la fusion de l'hydrogène en hélium, comme le font les étoiles à part entière. Les corps célestes de ce type ne sont pas réellement bruns. Ils se déclinent dans une large gamme de couleurs, mais celles-ci sont essentiellement invisibles à l'œil humain. Ce que nous pouvons voir, c'est la lumière qu'ils émettent, et pour nous, elle semble être de couleur orange foncé ou magenta.
La naine brune, découverte par James Webb, représente presque 20 fois la taille de Jupiter. Elle orbite autour de 2 naines rouges, et pour accomplir cette orbite, elle a besoin d'un peu plus de 10 000 ans. Les astronomes ont découvert cette exoplanète singulière en 2016. Mais à ce moment-là, ils ne l'ont pas considérée comme une naine brune, et, par conséquent, étaient incapables d'expliquer sa mystérieuse lueur rougeâtre. Maintenant, grâce au télescope, ils connaissent l'origine de cet objet spatial. Enfin bref, revenons à ces nuages. Comme vous le savez, les nuages sur Terre sont composés de vapeur d'eau. Mais ceux de la naine brune sont bien différents. Ils semblent être faits de sable. Il a beau ressembler au sable de notre bonne vieille Terre, mais ce n'est en fait pas le cas. Ces nuages sont constitués de minuscules particules de silicate. Une autre découverte récente concerne plusieurs grandes galaxies que les scientifiques pensent être nées peu de temps après le Big Bang. Elles n'étaient pas censées se trouver là, et personne ne s'attendait à les découvrir. Mais le télescope spatial James Webb, lui, les a repérées. Ces galaxies, aussi massives que notre Voie lactée natale, sont pleines d'étoiles matures rougeoyantes. Les astronomes ont analysé la lumière qui en provenait et ont estimé leur âge 5 à 700 millions d'années après le Big Bang. Cela signifie qu'elles sont apparues alors que notre univers était encore très jeune, pratiquement un bébé. Mais le plus étrange dans ces galaxies, c'est leur taille colossale et l'âge des étoiles qui y résident. Les données collectées par le télescope ne correspondent pas à notre conception préalable de l'univers et de son évolution première. Elles ne correspondent pas non plus aux observations précédemment effectuées par le télescope Hubble. Et ici, James Webb a photographié une zone reculée de l'espace avec un niveau de détail inégalé. Cette région est connue sous le nom d'amas de Pandore. Sur l'image, on peut observer 3 énormes amas galactiques qui se rassemblent pour former un superamas. La masse combinée de ceux-ci gît comme une puissante lentille gravitationnelle. Et grâce à cet effet naturel de grossissement, les scientifiques peuvent observer d'autres galaxies de la région. Les astronomes affirment que ces images les plus récentes de l'amas de Pandore sont les plus détaillées qu'ils aient jamais vues. James Webb a également réussi à repérer des milliers de jeunes étoiles encore jamais observées auparavant, dans la nébuleuse de la Tarentule. Cette formation cosmique doit son nom aux filaments de poussière repérés tout autour dans des clichés précédents. C'est la plus grande région de formation d'étoiles du groupe local, lequel comprend les galaxies les plus proches de la Voie lactée. Les images du télescope James Webb nous ont considérablement éclairés sur la composition de cette nébuleuse. Il y a également détecté des proto-étoiles, de très jeunes astres en train de gagner en masse. Les astronomes s'attendent à ce que ces proto-étoiles finissent par se former tout à fait, façonnant encore davantage la nébuleuse. Parmi les autres découvertes effectuées par le télescope James Webb, on compte la naissance de 50 étoiles lointaines. Certaines d'entre elles présentent des disques protoplanétaires qui pourraient plus tard former des systèmes solaires à plusieurs années-lumière de notre propre système. Voici une autre photographie de James Webb. On peut y voir un trou noir supermassif, d'une masse équivalente à celle de 9 milliards de soleils. Il est si ancien et si proprement gigantesque que les scientifiques ont bien du mal à expliquer son existence. Les astronomes ont également découvert un anneau lointain de poussière, de roches et de gaz qui contient un composé chimique appelé méthylium. Il est connu comme l'un des blocs de construction de la vie à l'échelle moléculaire, et on le retrouve dans la plupart des matières organiques de notre planète. James Webb a également aidé les chercheurs à observer de puissantes tempêtes de sable sur une planète située à 378 000 milliards de kilomètres de distance. Les astronomes étaient ravis de découvrir ce véritable coffre au trésor, rempli de nombreuses particules de sable microscopiques. Et maintenant, observez ceci. Vous reconnaissez cette image? Il s'agit des piliers de la création. Mais ce nouvel angle nous montre à quel point cette région poussiéreuse est véritablement étoilée. Vous pouvez comparer cette nouvelle photo avec celle prise par Hubble en 2014. C'est une preuve flagrante de nos progrès scientifiques.